C'est une collègue que je devais faire en 2020. Donc voilà, j'ai fait mes petites notes et puis ma mémoire est partie et voilà. Mais c'est un bouquin moi que j'ai beaucoup aimé, donc je vais parler vite fait de Jérôme Bachet. Jérôme Bachet, c'est bon Pierre, c'est parti, impeccable. Donc Jérôme Bachet, c'est un historien qui est passé par les hautes, écoles économiques et sociales. Qui était enseignant et qui a également œuvré au niveau de l'université autonome du Chiapas, d'où son livre. Voilà. Donc adieu au capitalisme. Voilà, donc il a voulu se poser une question, ou poser une question, en tout cas, y a-t-il une alternative au monde capitaliste actuel? Voilà. Et donc ça va se passer en 3 étapes dans son livre, hein. Il est assez bien structuré pour le coup, avec d'abord un état des lieux du système capitaliste. Après, il va reprendre des exemples du soulèvement zapatiste en 1994 pour parler de la construction d'une autonomie rebelle. Et donc, il va expliquer un petit peu ce que pourrait être un système anarchiste qu'on peut retrouver là-bas. Et enfin, donc, en dernier lieu, il va parler des potentiels de civilisation. Ça, je serai plus clair après, je le détaillerai parce que juste le titre comme ça, on ne comprend pas forcément très bien. Voilà, donc je commencerai par l'état du capitalisme. Donc, voilà, on voit aujourd'hui que le capitalisme a oublié une des grandes variantes, c'est que le monde est fini. Le monde n'est pas infini et le capitalisme a besoin de croissance. Donc, sans croissance, le capitalisme n'a pas de raison d'être. Mais le capitalisme, pour vivre, il exploite la faune, la flore, au détriment de tout ça. Et puis donc, la base du système capitaliste, qu'on pourrait reprendre par ailleurs en gestion comptable, c'est de partir d'une notion d'endettement, en fait. Voilà. Sauf que donc l'endettement qui représente finalement le capital de départ. D'accord, c'est toujours, on part avec une dette, sauf que le capitalisme, il part, ou le capitaliste, il part d'une question de dette économique uniquement. Voilà. Donc ça engendre la destruction de la nature, la destruction de l'ordre du social, et tout ça pour une suprématie de l'économie. Et donc, de plus, l'être humain devient une marchandise, voilà, on complète, au point où on en arrive à un effondrement dans l'intime. Le capitalisme s'approprie le travail, le temps de chacun, les créativités, la capacité à partager, et même la dignité, puisque l'éthique de l'entreprise, c'est pas forcément notre éthique à nous. Voilà. Donc toutes ces destructions sont possibles, ou en tout cas, Naomi Klein a essayé de les expliquer au travers de la stratégie du choc. On retrouve justement au fil de l'ère de la civilisation industrielle, en tout cas, des cracks boursiers, des crises pétrolières, entre autres, qui font qu'à chaque fois c'est la crise, c'est toujours une crise, et donc on va utiliser ça pour toujours taper plus sur le social, voilà, pour casser davantage le social. C'est ce qu'on peut voir actuellement, notamment, enfin je déborde un peu, mais avec la crise sanitaire, on voit que on est encore plongé dans un patronat toujours plus, qui en demande toujours plus et qui veut toujours assouvir et asseoir en tout cas tout le salariat, quoi. Voilà, donc on ne peut pas parler de capitalisme sans parler du modèle d'Adam Smith, même si il n'a fait que mettre des mots sur des choses qui étaient déjà un petit peu préparées avant, quoi. Et donc l'idée de ce modèle, c'est de séparer le producteur et le moyen de production. Ce qui fait que le producteur devient alors l'ordre économique, et donc le propriétaire. Voilà. Et donc c'est ce qui permet ensuite d'aller vers le libre marché. Voilà. Donc CETA, TAFTA et tout ce qu'on veut. Voilà, libre marché vers un marché mondial unique.
donc qui est amorcé dès les années 60, ça. Donc c'était le CETA, hein, je crois que ça a commencé par ça, peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, je ne sais pas, les plus anciens pour me le dire en tout cas. Voilà, donc le résultat, bah, c'est que les pays du Sud qui sont en voie de développement bah, sont dans une situation d'hyper-exploitation, et les pays du Nord qui sont déjà développés, ils sont des pays riches, hein, bah, il y a une dégradation des salaires, une dégradation des conditions de travail. Voilà, donc on accentue toujours plus les inégalités sociales. J'en parlais tout à l'heure, le capitalisme a besoin de croissance pour exister. Dans les années 2008, alors qu'une crise spéculatrice fait rage, donc ça c'est la première vraie bulle qui nous a... enfin, première vraie bulle, c'est pas vrai, parce qu'il y en a eu avant, la bulle informatique en tout cas, mais la bulle 2008 c'était le logement. Et ça a mis en place une notion de benchmarking. Donc benchmarking, c'est de la compétition. Voilà, entre entreprises, entre salariés, et ainsi de suite. Pour ça, il y a Luc Boltanski, Isabelle Bruno et Emmanuel Didier. Je vais essayer de reprendre. Tac. Voilà, qui reprennent ça. Il en résulte un nouveau mode de fonctionnement de l'État où les techniques du management remplacent l'éthique de l'intérêt général. Un petit peu ce qui a pu en ressortir de tout ça. Donc notre temps de vie devient petit à petit une marchandise. Toute marchandise a pour vocation de servir le capital, qui engage l'endettement et le crédit dans un but de croissance. Voilà un petit peu l'état des lieux concernant le capitalisme. Donc on peut aisément avoir envie de dire ensuite qu'il devient urgent de sortir du capitalisme. Voilà, donc au travers son expérience en milieu zapatiste, il va commencer par nous montrer une expérience de politique sans État. Donc ça, c'est l'expérience zapatiste qui a commencé en 1983, pardon, avec la création de l'armée zapatiste de libération nationale. On voit ZLN sur les t-shirts. Voilà. Qui regroupe une centaine de communautés indiennes, en fait. Et au 1er janvier 1994, c'est là qu'arrive l'occupation des 7 villes du Chiapas et le fameux slogan « Ya basta ». Voilà, qui devient le mouvement altermondialiste. Voilà, donc. Alors, le principe là-bas, il y a des mandats pour 2 ou 3 ans, révocables à tout moment. Et une délégation au conseil pour 10-15 jours maximum. Voilà, chacun arrive avec ses propres compétences. C'est-à-dire que tout habitant, finalement, est à même de faire de la politique. En fait, tout résident, voilà, est à même d'avoir un rôle dans la vie politique de la communauté, finalement. Mais avec ses compétences. Voilà. La justice entre zapatistes, ou non, hein, ça peut être une justice entre un zapatiste et quelqu'un qui n'est pas du Chiapas, relève des autorités municipales. Il y a un système de santé autonome, un système d'éducation autonome. Voilà comment se développe un petit peu... et donc, Jérôme Bachet a été pour le coup... il a travaillé au niveau de l'université autonome, justement, du Chiapas. Donc, à la base, on pourrait quand même se rappeler que le ZLN, donc l'armée zapatiste de libération nationale, est quand même une structure politico-militaire. Donc, il y a, quand on parle de militaire, à un moment donné, il y a une notion de verticalité, en fait, puisqu'il y a toujours... on va dire un chef qui donne des ordres et l'armée qui applique. Voilà. Sauf que là, pour le coup, en fait, l'idée, c'est que les décisions sont prises en commun et l'application est transmise finalement à l'armée, mais qui fait partie des décisionnaires finalement. Voilà un petit peu l'idée, comment il développe un univers égalitaire et coopératif. En fait, l'idée c'est ça. Par contre, ça n'empêche que
ça nécessite la mise en place d'une commission de surveillance, et puis bien sûr un principe important qui est la possibilité de révocation du mandat. Voilà. Donc c'est peut-être sur ce point-là qu'il est particulièrement difficile de pouvoir avoir un principe, comment dire, égalitaire, quoi. Voilà. Donc, il est évident que tout ne peut pas être horizontal. Mais la décision, à tout moment, revient au peuple. C'est pour ça que certains sujets qui peuvent être pointus, on pourrait parler de sujets de médecine, de sujets de l'énergie, peut-être, vont être suivis par des délégations compétentes, des techniciens du domaine. Voilà. Qui vont pouvoir apporter ensuite une expertise technique, d'une part, et puis qui vont aussi pouvoir vulgariser le domaine, la nature de la recherche. Et après, une fois que ça peut être vulgarisé d'une manière où tout le monde va le comprendre, et les décisions vont revenir à l'ensemble du peuple. Voilà. Donc, au travers de tout ça, il ne faut pas que j'oublie quand même que j'ai parlé tout à l'heure d'un système de santé autonome, une éducation autonome. C'est quoi l'autonomie en fait? Voilà, c'est une grande question. Donc il y a le caractère plutôt péjoratif de l'autonomie qui veut se soustraire à l'imposition en fait. Voilà, on ne veut plus de chef, on ne veut plus personne, on ne veut pas de contraintes. Voilà. Et il y a le caractère plutôt positif de l'autonomie qui se veut d'affirmer ses propres règles en fait. Voilà, on se crée le monde dans lequel on a envie de vivre. Et donc pour ça, il y a plusieurs notions d'autonomie. On va parler d'autonomie intégrée, d'autonomie antagoniste, d'autonomie inconséquente, d'autonomie conséquente, d'autonomie fermée et d'autonomie ouverte. Voilà, donc plusieurs types d'autonomie qu'on pourra définir selon la nature finalement ou selon les besoins en fait. Voilà. Le projet zapatiste également ne s'interdit pas le recours au référendum pour des décisions majeures. Et enfin, le circuit court sera toujours privilégié pour favoriser la logique du concret, qui justement engage l'autonomie, et qui va contrecarrer la logique de l'abstraction, qui est justement la forme état, où quand on globalise, on fait abstraction d'un certain nombre de choses en fait. Voilà, donc ça c'est repris sur les théories marxiennes initiales. Voilà. Ensuite, au-delà de faire donc une politique sans État, il est primordial, et ça on le voit au travers de la commune, là, entre autres, qu'il y a une notion de libération de l'économie au travers de la commune, parce que la commune, pour certains, c'est ce qu'il a pu parfois manquer. La libération de l'économie. Donc la libération de l'économie, déjà, il y a une condition impérative, c'est qu'il faut arrêter les choix de grande échelle et tout ce qui est du domaine de l'intensif. Voilà, l'auto-organisation de la vie individuelle et collective emmène à une déspécialisation généralisée. Aujourd'hui, on a un système qui fonctionne effectivement sur le fait qu'on est tous un petit peu des spécialistes dans notre domaine. Par contre, on ne connaît pas les tenants ni les aboutissants de ce qu'on fait. Enfin, bon, je parle de la vie professionnelle en général, actuelle. Donc, ce que propose une auto-organisation, c'est justement reprendre l'intégralité de la chaîne de ce qu'on est en train de faire, quoi, en fait, voilà, pour mieux comprendre là où on va, et puis pour mieux prendre des décisions aussi sûrement plus raisonnables, on va dire, ou raisonnées en tout cas. Et ça implique une distribution sans cesse plus égalitaire du capital intellectuel et culturel. Donc l'apport du niveau de connaissance équivalent pour tous, quoi, en fait. Voilà, l'idée elle est là. Donc la société post-capitaliste peut ainsi devenir une société du temps disponible. Pourquoi le temps disponible? Justement parce que
j'ai dû rater un truc, pas forcément. En fait, l'idée, au niveau de l'organisation, ouais, c'est juste après en fait. Au niveau de l'organisation, Jérôme Bachet nous propose une estimation des temps nécessaires à l'organisation sabbatiste. L'organisation de la vie collective, il compte 10 à 12 heures par semaine. 10 à 12 heures où il faut se réunir pour dire, bah tiens, cette semaine, bah tiens, vous trois, vous faites la cuisine, et puis vous trois, vous faites l'entretien des bâtiments, enfin voilà, voilà, c'est de l'organisation où tout le monde va s'affecter des tâches et les tâches vont pouvoir être tournantes. Et puis enfin, en termes de tâches de production, de biens et de services, puisqu'on a tous des besoins, hein, on a besoin de manger, donc il faut travailler la terre, ça pourrait ressembler à 22 à 28 heures par semaine. Donc on est loin de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi, en fait. Voilà un petit peu, donc, par rapport donc, à la proposition sabbatiste, en fait, là voilà. C'est de diviser son temps de travail, parce que ça reste du travail. Je parle pas d'emploi, hein, je parle bien de travail. Aussi bien dans l'organisation que dans les tâches de production, en fait. Voilà. Ça, c'est un paramètre important à la démocratie, justement. Et donc, je vais parler de ma dernière partie, voilà, les potentiels de civilisation. Donc les potentiels de civilisation, c'est il y a un grand paramètre qui est primordial, c'est la multiplicité des mondes. Donc ça, c'est il y a deux principes au cœur du bien vivre. Alors ça, je vais le reprendre. Voilà. Les deux principes au cœur du bien vivre. D'une part, une éthique du collectif, qui fait prévaloir la solidarité, l'aide à autrui et la convivialité, au détriment de rapports de compétition et de domination. Et de l'autre, un principe d'équilibre général, parfois dénommé harmonie, qui doit prévaloir dans les rapports entre les êtres, et notamment entre les humains et la terre-mère. Voilà un petit peu l'idée. En fait, aujourd'hui, on va parler d'universalisme concret qui doit reconnaître la spécificité des lieux, la diversité des êtres et l'autonomie des expériences. Finalement, en fait, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est que l'expérience zapatiste, eh ben, elle a un intérêt, mais on ne va pas forcément faire la même ici à Rennes, par exemple. Parce que on n'est pas dans on est dans une métropole, alors que là-bas ils sont dans des communes à taille humaine, on va dire. Il y a la culture locale, donc voilà, qui est évidemment pas la même ici et au Chiapas. Et puis l'autonomie des expériences, c'est que en fait on se crée au fil de ce qu'on vit, quoi, finalement. Et ça, c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de... Voilà, là, on est tous, finalement, on vit tous comme ça, quoi. Donc, d'un point de vue anthropologique, il est indispensable de tenir compte que l'homme n'est pas forcément naturellement social, que l'individu ne prévaut pas sur la société, et la nature et la culture doivent être inconditionnellement liées. Et voilà sur quoi je conclus. Après, c'est un livre super intéressant. Enfin, vraiment.